Je vous remercie. J'avance sur ce terrain des questionnements sur les changements climatiques, écologiques, avec un statut de profane. Mais la question qui est posée, qui est celle de quel langage commun un récit universaliste, évidemment m'interpelle. Elle m'interpelle pour plusieurs raisons, essentiellement pour ce que vient d'être dit, à savoir les défis que confronte une telle, évidemment, entreprise, d'avoir un langage commun, de normer l'universel, normer un certain nombre de principes universalistes. Évidemment, nous sommes optimistes, c'est-à-dire on y arrivera, mais il y a tout de même un certain nombre de défis. Je vais lister uniquement, sans être exhaustive, 4 grands défis à mon sens. Premièrement, il y a le défi du scepticisme, lui-même quand même qui est là, qui nous habite, des scepticismes vis-à-vis de, évidemment, ce qu'on appelle l'éco-scepticisme, mais aussi un scepticisme vis-à-vis de l'universalité elle-même. Et pour faire face à ce scepticisme, évidemment, c'est des défis, mais en même temps, ils permettent d'entrevoir des pistes de réflexion et des pistes, évidemment, d'action aussi. C'est-à-dire pour contrecarrer et pour faire face au scepticisme, il faudrait que la question, évidemment, de la connaissance et de la science soit au cœur de la préoccupation écologiste. Je crois qu'elle l'est, mais il faudrait aussi lui donner beaucoup plus de force, parce que la volonté de faire de la science, évidemment, c'est aussi avoir conscience, évidemment. L'écologie est souvent liée, il faut le dire, dans le sens commun, dans le discours médiatique, à la politique. Mais le champ du discours politique, c'est parce qu'il est le plus visible. Mais il faudrait peut-être que l'action a besoin de réflexion et a besoin aussi, évidemment, de questionnements qui proviennent de la connaissance. Il est évident que le champ de la connaissance puise les éléments de ces analyses de différentes disciplines. C'est l'économie, le droit, la sociologie, l'anthropologie, la physique, la géologie. Donc, comment mettre en concert, évidemment, toutes ces disciplines pour pouvoir quand même contribuer à l'édifice de connaissances. Le positionnement, évidemment, dans un carrefour, le positionnement de la question écologique, elle est dans un carrefour de disciplines, par le fait que la question écologique concentre plusieurs dimensions, l'économique, le social, l'aménagement et l'usage des territoires, la relation avec les êtres vivants, disons la consommation, etc. Donc il faudrait mobiliser la connaissance pour inscrire la question écologique dans une approche cognitive et donner à la pensée, ses lettres de noblesse, et une orientation, évidemment, avec une orientation tournée vers l'avenir pour le préserver. On pourrait dire que l'écologie politique est porteuse, disons, d'un paradigme intellectuel, d'un intellectuel organique dont parlait Gramsci il y a longtemps, c'est-à-dire associer la connaissance, évidemment, à l'action, tout en mettant en avant toutes les menaces, parce lorsqu'on parle d'écologie, on parle d'un certain nombre de menaces, tout en mettant en avant ces menaces écologiques, et sans prédire, évidemment, la fin de l'histoire, comme dirait Fukuyama, il faudrait, comme le dit il y a longtemps Hegel, le passage d'une histoire, écrire l'histoire et la faire passer d'une histoire, évidemment, subie à une histoire conçue, à une histoire pensée, à une histoire évidemment de l'action. Donc, si on considère que l'écologie politique se veut une science du récit écologique, il faudrait que la construction de ce récit soit basée sur la connaissance pour associer justement le comprendre et l'agir. À partir de ce terrain de connaissance, il faudrait interroger évidemment l'universalisme lui-même. Quel est l'universalisme ? Je crois que la question a été posée il y a un instant. Comment instaurer des normes écologiques universelles ? Quelles sont les conditions pour instaurer un nouvel universalisme qui engloberait les humains et les êtres vivants ?
Il faudrait commencer par attester quand même un constat. Nous faisons face à une crise de l'universalisme, il faut le dire. Cette crise se manifeste à travers plusieurs faits et phénomènes. À travers le monde, on assiste à un repli identitaire, à un relativisme, disons, exagéré et ambiant, à une religiosité de fermeture, amplifiée par la globalisation, la montée en puissance, des communautés fermées, imaginées ou virtuelles, celles des réseaux transnationaux, etc. Donc la globalisation a créé quand même un sentiment d'insécurité planétaire, on peut dire, et identitaire pour chacun. Les individus ont peur de voir leur identité se dissoudre dans le magma de la globalité et de perdre leur être culturel. Ce sont autant de phénomènes qui mettent l'universalisme en crise. Donc comment normer dans ce contexte? Je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste dans le fond, mais il faudrait intégrer justement ces défis pour pouvoir quand même les surmonter. L'universalisme était également en crise par l'effet des inégalités entre les nations, au sein des mêmes sociétés, et par les interrogations sur la gouvernance aussi mondiale, ce qui porte atteinte au droit, à l'universalité des droits, et crée des niveaux différenciés de responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité collective, quand même, c'est une valeur, mais il faudrait prendre en compte que cette responsabilité est également différenciée. Donc, comment surmonter la crise de l'universalisme? Il faudrait le surmonter, évidemment, par une pensée écologique et par les principes qui ont été à maintes reprises étalés durant ce colloque. Le troisième point, comment lier l'écologie politique au développement évidemment humain des sociétés en voie de développement? Il faudrait, à mon avis, de temps en temps décentrer le regard, décentrer la réflexion sur l'écologie politique en rapport avec le développement humain. La réalité de ces pays est qu'ils font face à un double défi. Premièrement, celui de contribuer à une écologie politique et à la construction des normes universelles, et ils doivent y contribuer. Et aussi, l'autre défi, c'est celui de surmonter les entraves de développement et de l'émancipation des citoyens en harmonie avec la nature. Donc, il faudrait que l'opportunité d'emprunter le chemin du raccourci historique s'offre aux pays en développement pour rattraper le progrès scientifique, avec une conscience justement écologique, tout en étant partie prenante du développement de la transition écologique, de manière à ce que la transition écologique et la transition vers le développement aillent de pair. Au niveau mondial, évidemment, le prisme de la justice sociale doit être pris en compte. Le monde est régi par des inégalités et des rapports de pouvoir à l'échelle mondiale. Une perspective de justice sociale pose la question du degré de responsabilité écologique. Seule une politique écologique mondiale qui attribue une responsabilité, comme je l'ai dit, collective, mais aussi différenciée, est à même d'être une politique écologique équitable pour entrevoir un mode d'action approprié et de normes universelles où la valeur de la solidarité est centrale. Donc l'accès au progrès n'est pas tout à fait acquis dans les pays en voie de développement ou en pays de développement. Sans diaboliser la technologie et le progrès et sans se rallier à une prophétie du malheur de l'humanité, les pays en développement ont droit au progrès et à la technologie et à la science en y intégrant évidemment une culture écologique. Donc les richesses de la nature, évidemment au niveau aussi national, sont des biens communs. Certaines richesses sont matérielles, d'autres immatérielles. Mais la politique écologique nous incite à changer de paradigme économique, de l'économie comme science de la richesse à une économie du bien commun, dont la nature en fait évidemment partie. La nature est un patrimoine légué aux générations futures. Donc, il y a nécessité aussi d'une solidarité intergénérationnelle. Quatrième point, c'est les droits et la capacité de délibérer sur la question écologique
au niveau du citoyen et de l'individu. Comment faire en sorte que l'individu et le citoyen contribuent justement à la norme universelle à laquelle nous aspirons. Comment faire des individus des agents actifs pour la préservation de la nature dans le cadre de l'universalité des normes écologiques. L'écologie est étroitement liée à la question sociale dans les pays qui subissent un développement inachevé. Il est difficile de se représenter le risque écologique, de se familiariser avec la menace qu'annoncent les écologistes lorsque les gens, évidemment, sont pauvres. Donc, comment les amener à délibérer sur la question écologique? Je crois que notre économiste Amartya Sen a révolutionné notre regard sur le développement, qui était depuis la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, prisonnier des théories qui se sont succédées. Il avance un nouveau modèle économique de développement en y intégrant la question ou la valeur justice, liberté et éthique. Dans quel modèle, dans ce modèle, comment le citoyen ordinaire pourrait contribuer à la construction du récit et de la norme, évidemment, écologique? Comment va-t-il contribuer à la délibération sur des questions écologiques? La réponse est évidente, parfois elle est avancée de manière spontanée, à savoir la démocratie. Mais il faudrait noter que la démocratie ne se réduit pas à l'application de la règle de la majorité. Elle s'étend aux protections des libertés, l'accès aux droits sociaux, l'accès au débat et à la délibération, évidemment, publique, collective. Donc la démocratie n'est pas une simple agrégat d'opinions individuelles obtenues à travers le vote, mais un processus de prise de décision à travers les débats de délibération. Mais on peut se poser la question, l'individu est-il apte à délibérer de manière libre lorsqu'il y a des facteurs handicapants tels que l'analphabétisme, la discrimination sociale, de genre, la pauvreté? Comment les neutraliser? Et pour offrir évidemment l'opportunité à tous les citoyens de délibérer et d'avoir un choix et de participer, il faudrait qu'ils soient dotés d'éducation. L'éducation, et encore, on évoque l'éducation. Évidemment, l'éducation, la connaissance, parce qu'on ne peut pas délibérer lorsqu'on n'est pas informé, lorsqu'on n'est pas, évidemment, éduqué. Donc, dans ce principe de responsabilité, et qu'on voudrait qu'il soit un principe universel, il faudrait prendre en compte, évidemment, ce principe de responsabilité dont parlait Hans Jonas, comme ça a été cité ce matin. Et il faudrait faire une place, évidemment, une grande place à l'éducation pour que les citoyens soient informés et qu'ils puissent, évidemment, contribuer à la délibération sur les normes écologiques universelles, comme ils le font par ailleurs et pour d'autres normes. Évidemment, pour le faire, c'est ce qu'appelle, je reviens toujours à Amartya Sen, c'est ce qu'il appelle les capacités. Et les capacités, ce ne sont pas uniquement des capacités individuelles, mais c'est la manière d'actualiser ces capacités devant des situations. Mais ce qu'on reproche à Amartya Sen, c'est qu'il n'a pas, évidemment, introduit la question écologique au centre de sa préoccupation. Et c'est pour cela qu'il faudrait, dans l'éducation, dans la préparation et dans le travail de l'éducation et dans le travail sur les capacités, il faut introduire évidemment la valeur de l'écologie, évidemment la question écologique. Donc j'ai essayé uniquement de me limiter à ces trois défis sur lesquels il va falloir faire un travail pour pouvoir quand même aboutir à des normes universelles écologiques. Et je vous remercie.